Salut les amis de la data. Aujourd'hui, nous allons commencer avec une nouvelle formation intitulée Formation Agent IA, le framework le plus fiable pour créer des systèmes multi-agents performants, 98% de fiabilité. Sans plus tarder, lançons-nous dans le travail. Alors, ce que nous allons faire ici, c'est quoi? Je vais traduire cette page en français pour que ça soit compréhensible pour tout le monde. Justement, donc, qui est justement là, traduire. Comme vous le constatez en français, cadre d'agent d'IA le plus fiable. Augmenter la fiabilité des flux de travail de vos agents jusqu'à 98% grâce aux méthodes de fiabilité d'Opsonic. Obtenez des résultats de meilleure qualité dans vos systèmes multi-agents. Juste en bas, si je scroll, vous allez voir les entreprises qui utilisent Opsonic en interne. Donc ici, vous avez 1 million d'agents construits et plus de 10 000 ici, comme vous pouvez le voir, agents en direct et 9 fois plus vite. Justement, un conteneur de base pour tous les agents. Opsonic fournit une architecture client-serveur qui isole les applications d'agents, gardant vos systèmes existants sains et sans état. Optimisez vos flux de travail grâce à des agents fiables. Dépassez les limites humaines et optimisez votre efficacité opérationnelle. Donc si vous cliquez ici, vous serez redirigé sur le dépôt GitHub, voilà, de Opsonic. Et justement, comme vous pouvez le voir à gauche, un aperçu du code source, comment est-ce que vous pouvez effectivement développer vos agents avec des tâches, bien sûr. Voilà. Donc, en scrollant, vous allez voir ici des résultats fiables, un développement transparent. Rendez les flux de travail plus fiables grâce à une évaluation et une amélioration étape par étape des agents. Créer des agents avec le framework orienté tâches d'Opsonic, aucun fichier YAML requis. Donc, vous n'avez pas besoin de fichier YAML pour des configurations, comme vous pouvez le voir. Voilà, si vous cliquez là-dessus, vous allez effectivement rediriger dans la documentation, si vous voulez bien. Voilà. Donc, capacité d'outils illimitée avec le protocole de contexte de modèle qu'on appelle les MCP, actuellement très courant, très populaire. Donc, vous pouvez le voir ici. Voilà. Donc actuellement plus de 48 000 étoiles GitHub et plus de 7 000 outils pour les agents. Voilà. Opsonic est un framework open source qui simplifie le développement d'agents IA pour les besoins des entreprises et permet aux développeurs de créer, gérer et déployer des agents avec des outils MCP intégrés dans des environnements cloud et locaux. Alors, nous, ce qui nous intéresse, on va aller directement dans la documentation. Donc, cliquons sur Documents. Voilà. Alors, on se retrouve ici sur la partie Introduction et on va essayer un peu de voir qu'est-ce que c'est. Rassurez-vous, on fera la pratique parce que le but ici, c'est de comprendre ces framework d'agents IA. Ça va vraiment nous aider. Voilà. Pour la suite. Alors, nous sommes sur la partie Introduction. Comme vous pouvez le voir, Build the AI agent team that work under your task and beyond. Voilà. Alors, si vous avez du mal avec l'anglais, et justement, vous pouvez faire la même chose, vous traduisez la page en français, vous aurez plus de détails. Voilà. Alors, pour installer Opsonic sur notre machine, on nous dit de taper la commande suivante, pip install Opsonic. Donc, voilà, je copie tout ceci, je viens là, justement, je colle, et vous validez par la touche entrée, tout ceci sera installé. Ça, c'est la première commande. Voilà. Mais rassurez-vous que Python est installé sur votre machine parce que c'est très important. C'est un framework d'agent IA développé en Python. Donc du coup, il faudrait que Python soit installé sur votre machine. Si vous voulez également, par la suite, créer un environnement virtuel, ça sera aussi très intéressant. Voilà. Et effectivement, on nous dit de faire quoi? Voilà un peu quelques lignes de code pour créer effectivement. Ça, c'est une tâche. Vous voyez, vous avez une tâche. Et là, vous créez votre agent. Et par la suite, vous affichez effectivement le message si vous voulez bien. Voilà, vous affichez votre code pour afficher effectivement la tâche. Donc vous appelez effectivement l'agent.printDo et puis effectivement vous logez la tâche. Voilà, dans cette fonction ou méthode printDo. Voilà. Et how Opsonic works. Donc comment
Appsonic fonctionne, hein, ou marche. Regardez, vous avez l'architecture de ce framework d'agent IA. Ici, vous avez donc Python, SDK de Python. Première, voilà pourquoi je vous ai dit Python doit installer sur votre machine. Vous avez les tâches et vous avez les agents. Et les agents vont effectivement faire quoi? Effectivement attaquer les serveurs. Ça peut être des serveurs en local ou cloud, comme vous pouvez le voir ici. Et c'est ce qu'on appelle effectivement le secure runtime. Et justement là, justement connecté avec les tools. Les tools ici, ça peut être les MCP, c'est-à-dire Model Context Protocol. C'est-à-dire c'est une nouvelle technologie, hein, donc vous pouvez le voir. Et vous pouvez aussi attaquer des computer use, ça on y reviendra. Il y a justement un menu dédié pour ça. Et là également, les bases de connaissances peuvent effectivement attaquer les secure round pour que comme ça nos agents puissent avoir eu des connaissances fraîches. Par exemple, les knowledge base ici, ça peut être des fichiers PDF, les images, les fichiers Word, les textes, tout ce qui va avec. De toutes les façons, il y a aussi un menu dédié pour les knowledge base, c'est-à-dire bases de connaissances. On y reviendra. Là également, vous avez des result processors. Voilà, ça peut aussi effectivement attaquer les processeurs et voilà, tout simplement les résultats des processeurs. On y reviendra là-dessus, il n'y a pas de problème, hein. Comme vous pouvez le voir, le component, les components, les descriptions et les key features. Vous pouvez lire, vous pouvez traduire pour avoir plus de connaissances là-dessus. Ça pourrait effectivement vous aider. Parfait. Et là, vous avez des key features. Voilà, les fonctionnalités clés, hein, de ce framework là. Vous avez des tâches, vous avez automatic characterization. Voilà, traduisez en français, hein, vous aurez plus d'informations, vous pouvez lire, hein. Je vous laisse le soin de traduire cela en français pour avoir plus de connaissances. Voilà. Vous avez le MCP support, donc ce framework supporte effectivement les MCP, donc Model Context Protocol. Voilà. Donc le Scalable également. Vous avez le Direct LLM Call. Vous pouvez ici appeler directement vos LLM, hein. Tout ceci, on verra ensemble, hein. Object as a response. Donc les réponses comme vous pouvez effectivement configurer vos réponses, hein. Vous pouvez configurer cela, la réponse de vos agents, hein, si vous voulez bien, en format JSON, si vous voulez bien. C'est une possibilité. Donc le suivant c'est quoi? C'est l'installation. Donc je vais cliquer sur menu installation. Alors en ce qui concerne l'installation, on nous dit premièrement, voilà, Python. Vous devez effectivement avoir la version de Python supérieure ou égale à 3.10. Voilà, c'est très important pour utiliser ce framework. Rassurez-vous que vous avez une version de Python supérieure ou égale à 3.10. Alors pour vérifier si Python est installé sur notre machine, vous copiez justement cette ligne-là. Voilà, vous venez là. Libre à vous, peu importe. Si c'est le terminal, l'invite de commande de Windows que vous allez utiliser ou le prompt d'Anaconda, libre à vous. Moi j'utilise CMD, hein. C'est aussi, si vous voulez, invite des commandes ou un terminal, hein, que vous pouvez utiliser sur Windows, vous pouvez l'installer. Voilà, beaucoup plus joli et bien designé. J'aime bien ça. Donc j'ai fait clic droit pour coller effectivement la ligne que j'ai copiée. Et je vais donc taper par la touche Entrée pour vérifier la version. Donc ici, je sais pas Python 3, moi j'ai Python justement. Donc là, je vais mettre Python justement. Alors là, j'utilise la version 3.11.7, voilà, de Python. Parfait sur ma machine. Je vais nettoyer cela par la commande CLS. Voilà. On avance, hein. On dit ceci: if you need to update Python, visit. Donc si vous voulez faire la mise à jour effectivement de la version de votre Python, vous pouvez effectivement cliquer sur ce lien. Vous serez dirigé sur le site officiel pour effectivement installer une nouvelle version de Python, pour effectivement vous soyez à jour et respecter cette exigence là, hein, Python supérieur ou égal à 3.10. Voilà, c'est très important, c'est un détail à ne pas négliger. Installation de l'Appsonic. Appsonic c'est quoi? Donc on va effectivement voir, hein, comment installer. Donc il faut taper la commande pip install Appsonic. Donc si vous copiez justement là, vous venez là, clic droit, peu importe, hein, clic droit, que ça peut être sur l'invite de commande ou encore le prompt d'Anaconda. Vous faites juste clic droit, ça sera collé. Vous validez par la touche entrée. Voilà. Moi je vais l'enlever, hein, parce que je l'ai déjà fait, hein. Voilà. Vous devez valider. Alors si vous voulez par exemple utiliser le RAC, hein, donc Retrieval Augmented Generative. Donc vous allez voir, hein, on en parle un peu plus, hein, le RAC. Justement, si vous voulez par exemple connecter vos LLM avec vos fichiers, hein, vos bases de connaissances, et là effectivement vous aurez besoin de faire du RAC. Donc ce framework vous donne aussi la possibilité de faire du RAC, si vous voulez bien. Donc ce que je vais faire c'est quoi? Je vous copier la même chose et vous collez, vous l'installez, donc touche entrée pour activer le RAC. Si vous voulez effectivement utiliser vos bases de connaissances, c'est-à-dire vos propres données.
Parfait. Et là, on nous dit pour la mise à jour de AppSonic, vous pouvez taper la commande suivante, pip install-upgrade AppSonic. Vous copiez, vous collez, vous faites la mise à jour, hein, vous pouvez faire la mise à jour à chaque fois. Voilà. Et ici, on nous dit de vérifier si AppSonic est bel et bien installé sur notre machine. Je copie cette ligne-là. Je viens justement dans CMD, je colle cette ligne, je valide par la touche entrée, je passe un tout petit peu. Alors ici, vous voyez AppSonic égale 0.55.4. Donc ça, c'est la version que j'utilise sur ma machine justement. Voilà, c'est ce que j'utilise, cette version. Alors si vous avez ceci, félicitations, AppSonic est bel et bien installé sur votre machine. Vous venez d'installer ce framework d'agent IA. Voilà, sur votre machine. Parfait, c'est très bien. Donc on va avancer. Hein. Avancer. Alors, comme vous pouvez le voir, hein, you should see something like. Donc normalement, vous aurez dû, vous devrez, si vous voulez bien, vous devrez effectivement avoir quelque chose comme ça. Hein. Donc AppSonic égale. C'est comme chez moi. Regardez ici. AppSonic égale suivi effectivement de la numéro de la version si vous voulez bien, ou la version du framework effectivement actuel que j'utilise sur ma machine. Parfait. Et donc si vous avez cela, félicitations. Voilà, c'est ce qu'ils ont dit ici. Félicitations pour vous. Donc l'étape suivante, on va donc cliquer sur Quick Start donc, pour effectivement rapidement commencer. Alors pour commencer, je répète encore, hein, regardez ici, build your first AI agent with AppSonic in under 2 minutes. Donc, vous pouvez effectivement, construire votre premier effectivement agent IA, comme on peut le voir, avec AppSonic. Moins de 2 minutes, en moins de 2 minutes, vous pouvez effectivement construire vos agents. Par contre, vous voyez hein, vous allez voir la comparaison avec d'autres frameworks d'agents IA. S'il y a trop de configurations avec des fichiers YAML, on y reviendra, vous allez voir, vous allez constater pourquoi. Vous voyez, avec AppSonic, c'est un framework d'agents très léger. En 2.4.6, vous pouvez effectivement déjà créer vos agents. Vous voyez, c'est très important. Et en termes de précision, comme vous pouvez le voir, le titre de cette formation, vous voyez, avec plus de 98% de fiabilité. Donc ça a été déjà travaillé par l'équipe d'AppSonic pour nous. Donc nous on va juste se concentrer sur le codage, sur l'objectif, sur la partie métier, ce qu'on veut faire. Mais la partie, tout ce qui est précision a été déjà prise en compte par AppSonic, les développeurs. Vous voyez, ils ont fait vraiment du travail énorme pour nous. Vous voyez, par rapport à d'autres frameworks d'agents IA, il faut effectivement ajouter des configurations, travailler un peu des trucs, tout ça pour avoir des résultats beaucoup plus bluffants ou pertinents. Mais par contre, avec AppSonic, par défaut, vous avez déjà 98% de fiabilité de vos réponses. Vous voyez l'avantage? Et aussi, c'est très léger. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, en moins de 2 minutes, vous pouvez déjà créer vos agents IA. Donc, c'est ce qui est vraiment très intéressant en termes de productivité. Parfait. Donc là, on nous donne un petit aperçu hein, en Python. Regardez comment est-ce que vous pouvez effectivement gérer vos fichiers de configuration. Voilà, tout ceci, on y reviendra avec Python, ici avec Mac et là avec Windows. Parfait. Très bien, ce qu'on vient de faire. Et là, on dit Generate your first task. Donc, générez votre première tâche, hein, comme on peut le voir. Comment générer une première tâche avec AppSonic. Et voilà, on parle un peu ici des informations. Je vous ai dit, hein, traduisez la page si vous avez des problèmes avec l'anglais. Hein, et regardez, je vais cliquer là, juste là-dessus. Justement, traduire français. Voilà, tout ceci devient en français. Voilà. Et là, ça devient beaucoup plus simple pour tout le monde. Donc, générez votre première tâche. Donc, générez votre première tâche. La structure centrée sur la tâche, sur les tâches, bien sûr, est importante pour la conception programmatique des systèmes d'agents. AppSonic permet de générer une structure orientée tâche avec description, outils, contexte, base de connaissances, etc. Dans cet exemple, nous allons attribuer Stitch des outils à notre tâche. L'agent les utilisera bien sûr, donc le Stitch, lors de l'exécution. Vous avez effectivement un bloc de code ici, hein, voilà, que vous pouvez effectivement tester en 2.4.6 très rapidement pour essayer un peu de voir ce que ça donne. Nous, ça ne nous intéresse pas pour l'instant. Voilà, on va faire des choses correctement. Voilà. Donc, comme ceci, pour créer un agent, c'est très simple. Hein. Vous faites juste l'appel à l'agent et puis vous donnez effectivement le rôle de l'agent, en fait, ce que l'agent doit faire. Ouais. Et pour exécuter effectivement un agent, vous utilisez puisqu'on a créé cet agent-là, c'est dit cet objet agent, et du coup on récupère et on utilise la méthode ou la fonction printDo pour effectivement afficher la tâche de l'agent. Voilà. Parfait.
Donc, comme vous pouvez le voir ici, hein, connecter n'importe quel MCP, hein, voilà, avec Appsonic. Ce qui est très intéressant. N'importe quel MCP avec n'importe quel avec Appsonic. Donc, qu'est-ce que vous voyez ici? L'infrastructure Appsonic prise en charge du démarrage et de la connexion de tout serveur MCP pour vos besoins. Les serveurs MCP sont gérés par des entreprises et des communautés. Appsonic prend en charge tous les serveurs MCP. C'est incroyable, les amis. C'est vraiment incroyable. On y reviendra sur les MCP, il n'y a pas de problème. Puisque c'est une formation, donc on y reviendra là-dessus. La liste des serveurs MCP, là également on y reviendra. Voilà, tout est là, dans ce framework-là. Ah, voilà. Vous avez effectivement l'aperçu, hein, c'est justement un bloc de code pour effectivement intégrer vos MCP avec Appsonic. Voilà, parfait. Et cette fois-ci, on passe au gros menu ici, concept. Je vais cliquer sur les tâches. Donc, comment créer une tâche avec Appsonic. Donc ici, on essaie un peu de faire du overview, hein. On va essayer un peu de scroller, regarder un peu chaque menu, qu'est-ce que ça donne. Et à partir de là, maintenant, on pourra coder proprement. Voilà. Donc, en ce qui concerne la partie tâches, puisque c'est en anglais, c'est task. Structure centrée sur les tâches. Donc, concevez vos tâches dans un format très clair. Vous avez l'aperçu ici, vous pouvez lire, hein. Donc, tout ce qui est lecture, je vous laisse tout le soin. Prenez tout votre temps avec du café à côté pour effectivement mieux comprendre ce que ce framework d'agent IA vous propose comme fonctionnalité ou avantage. C'est très important. Il faut lire pour avoir plus d'éclaircissement, plus d'informations afin de faire afin que vous puissiez faire un bon choix. Voilà, c'est très important. Créer une tâche. Donc pour créer une tâche avec Appsonic, hein, c'est très simple. Les tâches peuvent être importées dans votre projet et créées avec des identifiants personnalisés tels que task. Donc vous pouvez créer multitâches. Donc tâche numéro 1, 2, 3, 4 jusqu'à N tâches. C'est très intéressant. Voilà. Donc ici pour importer une tâche, donc faites from Appsonic import task. Ici, ça c'est l'agent. Premièrement, on aura besoin soit de l'agent ou tâche. Hein. Donc, vous pouvez commencer par la tâche et ensuite l'agent. Tout comme vous pouvez commencer par l'agent et ensuite la tâche. Et enfin, vous devez effectivement afficher effectivement la tâche de cet agent-là. Comme ça, vous aurez la réponse. Voilà. Les attributs de la tâche. Vous avez toutes les informations ici. Ça veut dire d'autres paramètres effectivement de votre tâche ici. Voilà, task en anglais. Qu'est-ce que vous pouvez avoir dans la méthode task? Voici un peu les attributs ou encore les paramètres parce que vous avez la capacité. Appsonic vous donne la possibilité de paramétrer vos tâches. Voilà, ce qui est très intéressant. Donc, dans l'attribut ici, vous avez les descriptions. Vous pouvez donner une description de votre tâche. Donc, vous avez paramètre description. Et si en STR, c'est-à-dire le type que le paramètre attend ici, c'est du STR, c'est-à-dire une chaîne de caractères. Voilà, comme on peut le voir ici, un énoncé clair et concis de la tâche. C'est ce que ça signifie. Vous avez aussi des images. Donc, dans vos tâches, vous pouvez effectivement, vous avez un paramètre image. Si vous voulez travailler avec des images, il n'y a pas de problème. Vous pouvez aussi fournir à vos tâches des images. Donc, ici, comme des paramètres, ici, vous avez image. Et l'image ici, c'est tout simplement une chaîne de caractères. Sûrement, en fait, un chemin, hein, une chaîne de caractères que vous pouvez effectivement fournir à votre task. Si vous voulez bien, tâche en français. Donc, mettez vos images à votre tâche. Ça, c'est la description, effectivement, ce que ça signifie. Vous avez le format de réponse facultatif, donc c'est pas obligatoire, mais libre à vous. Si vous voulez, par exemple, travailler avec, vous voulez en fait avoir des formats de réponse en format JSON, ça peut être très intéressant. Si vous développez, par exemple, une API pour faire la pré-saisie des formulaires, ça peut être très intéressant de configurer ce paramètre-là en format JSON. Ça peut être très intéressant. Donc, response format, donc c'est le paramètre que vous pouvez effectivement initialiser dans votre méthode ou fonction task en anglais, tâche en français. Donc ici, vous avez justement là, vous pouvez taper effectivement ceci. Hein. Donc, optionnel, comme vous pouvez le voir ici, list, union, base model, object response. Donc, décrivez la réponse que vous attendez. Si vous voulez effectivement une réponse en format JSON, vous devez effectivement préciser cela dans la partie tâche, bien sûr. Vous avez également la langue de réponse. Donc la langue, ça peut être le français, l'anglais. Vous pouvez aussi configurer cela, ça peut être très intéressant. Et donc le paramètre ici, c'est response lang. Donc voilà. Et là ici, c'est effectivement optional-str. Donc voilà ce que ça tend, hein, comme vous le voyez. Définissez la langue de sortie pour vos tâches. Ça peut être très intéressant. Ça peut être l'anglais, le français, l'espagnol, tout ce qui va avec. Les outils aussi facultatifs, mais vous avez le paramètre outil que vous pouvez effectivement initialiser ou configurer dans la méthode
tâche ou task en anglais, on va rester en anglais. Il dit ceci quoi? Les outils nécessaires pour accomplir la tâche. Ça peut être par exemple un navigateur, par exemple Chrome, Wikipédia, tout ce qui va avec, ce sont des outils en fait. Voilà. Et là, le contexte, comme vous pouvez le voir, c'est aussi optionnel, hein, facultatif. Vous pouvez ou ne pas le mettre, c'est pas grave. Et donc dit contexte qui aide à accomplir la tâche. Donc contexte qui aide à accomplir la tâche. Ça peut être très intéressant. Et là, vous avez plus d'informations là. Ça peut être des bases de connaissances, ça peut être bien d'autres, les chaînes de caractères, tout ce qui va avec. Voilà. Et là, ajout d'outils à une tâche. Ça, je vous laisse le soin de lire et de comprendre cela. Voilà. Voilà. Vous pouvez lire hein, avec du MCP, hein, on y reviendra. Parfait. Donc là, nous sommes en train de dérouler tout ceci. Voilà. Ça, c'est la partie donc menu tâche. Donc, je vais cliquer sur menu agent. Alors, pour les agents, qu'est-ce qui se passe ici? Donc, on va lire. Hein. Générer des agents appartenant à votre entreprise. Aperçu. Le système agent du framework Appsonic optimise les tâches en créant un environnement d'entreprise simulé où les agents évoluent avec des rôles et des responsabilités définies. En utilisant des paramètres de poste, le système définit des cadres décisionnels et des objectifs de performance pour chaque agent afin de rationaliser les flux de travail. Les agents offrent une architecture réutilisable pour une efficacité et une flexibilité accrue. Par exemple, lors de l'analyse des serveurs, un agent d'ingénieur logiciel peut être affecté dynamiquement aux tâches pertinentes. Cette approche favorise la réutilisation du code et optimise les performances du système grâce à une allocation intelligente des agents. C'est très intéressant. Donc, créer un agent, voilà, from Appsonic import agent. Justement, avec cette ligne hein, d'importation, vous pouvez importer votre agent. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir dans si vous voulez bien, cet objet ou cette méthode, en d'autres termes, agent. Donc, vous avez ici le rôle que vous donnez à votre agent, hein, justement. Et là, vous pouvez effectivement fournir comme paramètre ici company URL, ça veut dire l'URL de votre boîte, de votre entreprise. Ça peut être très intéressant. Et également ici, vous avez l'objectif de l'entreprise. Et là, vous dites que non, l'objectif de notre entreprise, par exemple, developing an AI agent framework. Si votre entreprise consiste tout simplement à développer des frameworks agents, vous les donnez en fait dans l'agent. Donc, c'est pour effectivement optimiser, booster comment dirais-je, la connaissance de votre agent en fait. Donc lui donner plus de connaissances. Vous voyez? Et ça peut être très intéressant. Ça peut être très intéressant tout ceci. Donc évolution du modèle LLM. Hein. Donc vous pouvez effectivement aussi fournir effectivement le modèle, hein, comme vous pouvez le voir. Vous lui donnez quel est le modèle que vous voulez utiliser. Par exemple ici vous mettez justement le paramètre modèle égal et vous spécifiez. Voilà. Et tout à l'heure on y reviendra. Comment trouver ces modèles-là? Quels sont les modèles pris en charge par ce framework Appsonic? Vous allez voir les modèles supportés par Appsonic. Ici les attributs, on s'est dit les détails qu'on peut effectivement avoir dans agent, hein, comme vous pouvez le voir. Alors comme dans tâche, dans tâche ou encore task, voici les paramètres que vous pouvez en avoir. Donc vous avez ici le titre de l'emploi, job title, ce que vous pouvez préciser dans l'agent. Donc ici le titre du poste d'agent. Vous avez ici company URL et comme paramètre company URL, vous avez ici l'URL de votre entreprise. Vous avez aussi les objectifs de votre entreprise ici avec le paramètre company objective. Comme vous le voyez, l'objectif de votre entreprise. System prompt, c'est remplacer la caractérisation. Voilà, vous avez le name, le nom de l'humain qui représente l'agent. Ça peut être très intéressant. Vous voyez, vous avez le contact, donc les coordonnées de l'humain qui représente l'agent. Ça peut être par exemple les coordonnées de votre entreprise, en fait les coordonnées de votre entreprise bien sûr. Donc un numéro de téléphone. Vous avez la mémoire, c'est très intéressant. Le type ici c'est booléen bien sûr. Donc la mémoire ici, vous avez la mémoire persistante par ID de l'agent. Par défaut c'est faux. Mais vous pouvez l'activer en true pour activer la mémoire. Voilà, pour que votre agent puisse se souvenir en fait des questions posées, des informations, des tâches, tout ce qui va avec. Ça peut être très intéressant. La réflexion, donc vous pouvez donner une réflexion, donner la possibilité à vos agents d'avoir une réflexion, de réfléchir si vous voulez bien. C'est très important. Aujourd'hui avec par exemple Google Gemini, avec Google AI Studio, avec d'autres
intelligence artificielle, par exemple DeepSeek et bien d'autres, vous avez la partie réflexion. Donc, ça permet en fait aux agents de réfléchir, de creuser en fait, de raisonner. Ça aussi, vous pouvez l'activer, effectivement. Comme vous pouvez le voir, c'est booléen. Donc, on peut lire, hein, par défaut, c'est faux, mais on peut l'activer à true pour que vos agents puissent réfléchir. Pour effectivement résoudre des tâches beaucoup plus complexes, il faut une réflexion. Ouais. Donner la possibilité à vos modèles, à vos agents de réfléchir. Voilà. D'une manière profonde, afin que vous puissiez avoir des résultats aussi beaucoup plus pertinents. Mode de réflexion pour l'agent, par défaut, c'est faux. On peut l'activer. Vous avez compressé le contexte, donc compress context. Booléen, effectivement. Donc le type ici, c'est le type booléen. Compresser le contexte pour la langue, pour la longueur du contexte LLM. Par défaut, c'est trop. Voilà. Vous avez le modèle. Voilà. Le modèle ici, LLM pour agent par défaut. Donc par défaut ici, c'est OpenAI. Donc GPT-4o. Quand vous ne spécifiez pas, ça veut dire le modèle par défaut ici, c'est GPT-4o. Voilà. Rassurez que vous avez la clé parce qu'ils sont des modèles. Les modèles, c'est un modèle payant. Voilà. D'OpenAI, il faut une clé. Voilà. Nous, on va voir un peu comment est-ce qu'on peut effectivement utiliser d'autres modèles. C'est-à-dire des modèles LLM qui sont supportés par Apsonic. Donc on y reviendra pour ça, pas de problème. Voilà un peu comment implémenter tout ceci avec Apsonic. Voilà, vous avez tout ceci. Je vous laisse le soin de survoler tout ceci. Donc vous avez aussi le menu étoiles. Les étoiles ici permettent à votre agent d'effectuer des opérations de texte de haute qualité. Là aussi, je vous laisse le soin. Vous avez des couches de fiabilité. Alors, c'est l'une des parties les plus importantes que vous devez effectivement lire pour avoir plus de connaissances et afin que vous puissiez faire des bons choix. Voilà. Alors, créer des agents fiables qui créent de la valeur pour votre entreprise. Apsonic est un framework axé sur la fiabilité. Les résultats du tableau ont été générés à partir d'un petit ensemble de données. Il montre les taux de réussite de la transformation des clés JSON. Aucune modification en dur n'a été apportée au framework lors des tests. Seules les fonctionnalités existantes de chaque framework ont été activées et exécutées. GPT-4o a été utilisé lors des tests. Des transferts ont été effectués pour chaque section. Les chiffres indiquent le nombre d'erreurs, ainsi le chiffre 7 est affiché. Cela signifie que 7 transferts sur 10 ont été effectués incorrectement. Le tableau a été créé à partir des premiers résultats. Nous élargissons actuellement l'ensemble des données. Les tests gagneront en fiabilité après la création d'un ensemble de tests plus large. Vous pouvez cliquer ici pour avoir plus de détails. Donc comme vous pouvez le voir, hein, des informations ici. Donc ils ont comparé avec des frameworks d'agents IA aussi très populaires comme GreenAI et LangGraph. En termes de score de fiabilité ici, comme vous pouvez le constater, Apsonic l'emporte 99,3%. Et ensuite GreenAI avec 87,5% et LangGraph ici vous avez 6,3%, très faible. Donc code ASIN 0010, code SH en 310, code 6, vous avez toutes les informations ici. Voilà, je vous laisse le soin de lire tout ceci. Voilà. Et ici, nous avons les bases de connaissances. Donc base de connaissances, comme vous pouvez le voir ici avec Apsonic. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce que Knowledge Base? Regardez ce qui se passe. Ou fournir toutes les informations requises au LLM. Donc les bases de connaissances du framework Apsonic est un composant essentiel qui fournit au LLM des données essentielles à la tâche lors de ses opérations d'analyse et de traitement. En fournissant des informations pertinentes aux agents exécutant les tâches ou aux appels directs au LLM, cette fonctionnalité améliore considérablement les chances de réussite de la tâche. Ouais. Je vous laisse le soin de lire. Hein. Créer une base de connaissances. Pour créer une base de connaissances, il suffit d'importer directement la classe Knowledge Base. Nous créerons ensuite des objets appartenant à cette classe et l'ajusterons à la liste des contextes de la tâche. Knowledge Base est compatible avec tous les contextes, comme vous le voyez. Donc, pour l'importer, from Apsonic import Knowledge Base, et là, vous initialisez votre base de connaissances ici. Donc, Resume List, vous avez cette classe que vous avez importée, comme vous pouvez le voir. Et là, ici, ça devient un objet, justement.
Ici, on importe la classe Knowledge Base. Et ici, en termes de ressources, on peut effectivement fournir à notre source ici plusieurs fichiers. Donc, l'une des bases de connaissances, vous avez des fichiers PDF. Hein, et on verra la liste effectivement des bases de connaissances d'Apsonic. Il n'y a pas de problème. Maintenant, si vous voulez effectivement fournir à Apsonic plusieurs fichiers PDF, et donc il faut fournir un tableau, une liste ici, tout en séparant par une virgule, juste, bien sûr. Voilà. Et donc là, vous avez une implémentation. Voilà. Vous allez vous importer votre tâche et il faut savoir les bases de connaissances sont fournies effectivement au niveau de votre task, c'est-à-dire tâche ici. Donc contexte ici, vous faites appel effectivement à cet objet-là, c'est-à-dire votre base de connaissances. Vous allez effectivement donner au contexte. Voilà. Et voilà comment est-ce que ça peut être implémenté. Et activation de rack. Si vous voulez par exemple activer le rack, comme vous pouvez le voir ici, vous pouvez lire. Hein. Donc lorsqu'un grand nombre de sources sont traitées, le traitement direct par l'agent de toutes les sources au format brut affaiblit sa capacité de concentration et peut atteindre les limites du contexte. Dans ce cas, l'utilisation du mécanisme rack Retrieval Augmented Generation qui récupère uniquement le contenu pertinent est très avantageuse pour implémenter RAC dans Apsonic. Il suffit de spécifier le RAC model. Cela garantit que les données les plus pertinentes sont récupérées par l'invite lors de chaque exécution de l'agent ou appel direct à LLM. Donc, modèle d'intégration prise en charge ici, comme vous pouvez le voir, c'est OpenAI Text Embedding 3 Small. Voilà. Donc, installation de la bibliothèque RAC. Regardez, il suffit juste de faire pip install. Donc, vous copiez tout ceci, vous tapez l'invite de commande, vous validez par la touche entrée. Et donc, là, on dit RAC n'est pris en charge que dans 3.13. Donc, ça doit être compris entre 3.13 et 3.10 dans cet intervalle-là. Et comment l'implémenter? C'est très simple. Hein, regardez. Rack model, ce paramètre, ensuite vous spécifiez justement ceci comme valeur de notre paramètre. Voilà, justement pour activer le rack. Ouais. Dans d'autres frameworks, vous devez créer des fichiers YAML. Par contre, ici, avec Apsonic, il suffit juste de préciser effectivement cette ligne, automatiquement le rack sera activé. Ouais, c'est vraiment l'avantage. Vous vous concentrez justement sur votre objectif, partie métier, ce que vous voulez implémenter sur votre solution. Mais tout ce qui est technique, tout ce qui se cache derrière, ça a été déjà implémenté pour vous. Donc, vous voyez, il suffit juste de l'activer juste en utilisant cette ligne-là. Ouais, voilà. Très simple. Parfait. Et voici la liste effectivement des formats pris en charge par Apsonic. Vous avez ici les fichiers pris en charge. Vous avez les PDF, vous avez les PowerPoint, vous avez les mots, vous avez... normalement ici ce sont les fichiers Excel. Donc ici ils ont dit Exceler. Donc vous pouvez traduire en anglais comme ça vous aurez plus de détails. Vous avez l'image, des images, vous avez les audios, vous avez les HTML, vous avez les CSV, les JSON, les XML. Et voilà, vous avez des chaînes. Donc voilà, tout ce qui va avec. Mais ramenez ça en anglais comme ça vous aurez plus d'informations là-dessus. Voilà, vous avez ici le menu mémoire, comme vous pouvez le voir, vous pouvez activer une mémoire, hein. Donc donner à nos agents la mémoire, vous pouvez l'activer, voici comment est-ce que vous pouvez l'implémenter. Ici vous avez les appels au LLM directement, voilà la partie menu LLM. Et ici vous pouvez effectivement implémenter la partie des graphes LLM des agents, de vos agents, hein. Ça peut être très intéressant comme sur LangGraph, hein. Vous pouvez aussi l'implémenter avec Apsonic, voilà, avec ce framework d'agent IA. Tout est là, il y a le code source là, vous pouvez faire du copier-coller et puis modifier par rapport à votre situation. Alors, les LLM qui sont prises en charge ici, comme vous pouvez le voir, donc soutien aux LLM, utilisez différents LLM pour gérer vos agents et vos tâches. Donc la personne ici, Apsonic, peut utiliser des fichiers, des variables .env ou des variables d'environnement pour prise en charge du LLM, hein, une fois les clés des différents services fournis, vous pouvez facilement sélectionner le LLM en utilisant le paramètre de modèle dans les agents. Donc vous avez tout ceci, vous avez l'OpenAI. Voici les modèles pris en charge effectivement par Apsonic d'OpenAI. Hein. Vous avez tout ceci. Avec Azure, vous avez également ceci. Avec Anthropic, vous avez aussi ceci. Avec Claude, hein, Sonnet. Avec AWS, hein, donc vous avez également ce modèle. Hein. Vous avez DeepSeek, vous avez ce modèle. Avec Google Gemini,
Nous, pour un premier temps, on va se concentrer sur Google Gemini. Vous avez ce modèle. Et également Ollama. Donc, on peut utiliser des modèles en local avec Appsonic, avec ce framework d'agent IA. Donc, vous avez la possibilité d'utiliser vos modèles que vous avez installés, c'est-à-dire des modèles d'Ollama installés sur votre machine. Effectivement, vous avez aussi OpenRouter, tout ceci. Donc, voici un peu comment est-ce que vous pouvez configurer vos fichiers d'environnement. Hein. Point on va. Donc, voilà, c'est ce qui nous intéresse. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est quoi? C'est Google Gemini. Donc Google Gemini justement là, on y reviendra, pas de problème. Hein. L'utilisation des modèles, d'un modèle spécifique dans un agent. Vous avez toutes ces informations ici. Voilà. Vous avez le menu soutien au LLM. Vous avez des outils. Voilà, les outils ici que vous pouvez effectivement utiliser. Vous avez par exemple les Wikipédia. Attaquer des Wikipédia. Vous avez aussi ce navigateur DuckDuckGo. Vous avez MemGuru. Vous pouvez utiliser MemGuru AI ici. Très intéressant. Vous avez SerperDev. Vous avez des outils de recherche comme FireGrew. Hein. Vous avez tout ceci. Ce sont des outils pris en charge par Appsonic. Hein. Vous avez aussi Y Finance Tool. C'est pour tout ce qui est finance. Hein. Donc voilà. Vous avez des vidéos YouTube aussi. Vous pouvez effectivement gérer vos vidéos YouTube. Ça peut être très intéressant. Vous avez les recherches YouTube. C'est très intéressant aussi. Donc tout ça, ce sont des outils qu'on va implémenter avec Appsonic. Voilà. Alors les outils MCP, voilà, je vous avais dit qu'on y reviendra, comme vous pouvez le voir. Hein. Alors, un protocole ouvert qui permet une intégration transparente entre les applications LLM et les sources de données et les outils externes. Alors, comme vous pouvez le voir, hein, qu'est-ce que le protocole de contexte modèle MCP? Le protocole de contexte de modèle MCP est un protocole ouvert qui permet une intégration transparente entre les applications LLM et les sources de données et outils externes. C'est ça en fait ce que ça fait, le MCP. Voilà, justement, la définition elle est là, elle est parfaite, elle est tranquille. Alors les listes des serveurs, comme vous pouvez le voir, vous avez justement certaines listes de serveurs MCP ont été créées pour vous permettre de visualiser différents serveurs MCP et d'apprendre à les utiliser. Et voici quelques exemples. Donc, vous avez des exemples ici, les 3 exemples. Vous pouvez cliquer là-dessus, comme ça vous serez redirigé pour aller voir ce serveur MCP. Voilà, et l'intégrer directement dans Appsonic. Type de serveur, vous avez les serveurs SSE à distance. Vous pouvez utiliser vos serveurs MCP distants avec la norme SSE basé sur NPX. Vous devez installer Node.js pour utiliser ce type d'outils. Donc UVX, ce sont des outils basés sur Python. Vous n'avez rien besoin d'installer. Docker. Si vous disposez d'une installation Docker, vous pouvez facilement exécuter ces outils avec une excellente isolation. Voilà. Donc vous avez ces éléments-là. Ça peut être très intéressant. Connexion d'un exemple de serveur MCP à distance SSE. Appsonic prend en charge des serveurs MCP SSE. Vous pouvez facilement connecter vos agents à vos serveurs MCP hébergés. Voilà un peu des exemples que Appsonic vous donne hein, pour effectivement implémenter cela. Vous avez aussi des connexions. Donc vous avez connexion d'un exemple de serveur MCP en local. Donc Appsonic utilise une structure impliquant la création de classes pour la connexion au serveur MCP. Les utiliser à tout moment. Dans cet exemple, nous allons intégrer le MCP Hacker News. Regardez un peu, un exemple. Hein. Ici, GitHub, vous pouvez ici connecter voilà, vos agents avec vos comptes GitHub. Hein, justement, il y a un exemple ici, vous pouvez l'implémenter. Voilà. Utilisation de l'ordinateur. Ça aussi, ça peut être très intéressant. Utiliser l'ordinateur comme une intégration Home Suri. L'utilisation des ordinateurs est justement pris par ce modèle là. Voilà, Claude Sonnet. Voilà. Et ici, regardez comment est-ce que vous pouvez implémenter cela. Ça peut être très intéressant. Vous avez aussi les navigateurs. Hein. Vous avez les navigateurs. Regardez. Aussi, menu navigateur, vous pouvez implémenter pour prendre le contrôle sur vos navigateurs. Hein. Exécuter des tâches hein, pour utiliser vos navigateurs. Je vous laisse tout le soin de lire. Hein. Déploiement local. Vous avez aussi des déploiements locaux. Voilà, le code source est justement là. Hein, prenez tout votre soin de lire. Hein. Les débogages, vous avez le débogage ici. Prenez aussi le soin de lire. Hein. Exécution en parallèle, si vous voulez par exemple exécuter plusieurs tâches en parallèle, hein, vous avez aussi la possibilité de l'implémenter avec Appsonic. Tout est là, voilà, tout est bien défini. Il y a le code source qui est là, des exemples qui sont là, des exemples concrets, bien sûr.
Et enfin, vous avez télémétrie. Qu'est-ce que c'est? Donc les télémétries ici, on dit ceci pour aider aux développeurs d'Apsonic. Nous utilisons les télémétries anonymes pour collecter les données d'utilisation. Cela nous permet de concentrer nos développements sur des points plus précis. Vous pouvez désactiver cette fonctionnalité en définissant la variable d'environnement, voilà, Apsonic télémétrie sur false. Donc si vous voulez que vos données ne puissent pas être récupérées par l'entreprise Apsonic, il suffit juste de préciser effectivement ce paramètre-là, c'est-à-dire dans vos fichiers d'environnement si vous voulez bien, hein, comme ceci dans vos fichiers hein, si vous voulez bien, peu importe, hein, mais dans vos fichiers, dans le code, hein, donc vous importez dans import OS et du coup vous faites ceci, vous initialisez à false pour que vos données, vos informations ne soient pas collectées par Apsonic. Vous allez remarquer d'autres frameworks ne font pas cela, vous donnent pas la possibilité effectivement de désactiver cela parce que tous les frameworks normalement collectent des données. Quand vous utilisez un framework, que ce soit un framework web, mobile, peu importe, ils ont derrière le mécanisme en fait la possibilité de récupérer, vous collecter vos données en fait, tout ce que vous tapez là, vos codes, vos histoires, les erreurs que vous avez, vos bugs, ils récupèrent cela, c'est pour effectivement améliorer l'outil en fait, améliorer le framework ou la technologie. Ouais. Mais Apsonic ici vous donne le libre arbitre, soit vous l'activez ou soit vous désactivez. Ouais, c'est très intéressant. Ça, je trouve que c'est un truc vraiment essentiel, c'est vraiment inédit qu'on ne peut pas retrouver dans d'autres frameworks, que ce soit d'agents, IA ou LLM ou encore web ou mobile. Vous n'avez pas cette fonctionnalité. Par contre, avec Apsonic, vous avez la possibilité de désactiver cela pour que vos données ne soient pas collectées. Ouais, c'est très intéressant. C'est un framework très sérieux, ils sont sérieux. Ça prouve vraiment la fiabilité effectivement de ce framework Apsonic par rapport aux autres frameworks qui existent. Ouais, ça peut être très intéressant tout ceci. Voilà. Donc sachez que ceci c'est pour effectivement contrôler vos données, pour que vos données ne soient pas soit collectées. Si vous voulez que ce soit collecté, Apsonic va récupérer effectivement certaines données essentielles pour l'amélioration de leur framework. Maintenant, si vous voulez désactiver cela, vous pouvez initialiser à false pour que vos données ne soient pas collectées. Ceci, vous n'allez jamais trouver ça dans d'autres frameworks. Voilà. Mais c'est vraiment spécial et inédit pour ce framework Apsonic AI. Et enfin, le dernier menu, comme vous pouvez le constater ici, comparaison. Donc, il y a une comparaison. Pourquoi Apsonic? On pose la question parce qu'il faudrait qu'on puisse avoir des détails. Alors, les étoiles ici sur GitHub, ici c'est 6,7K. Par contre, Glue AI, voilà, c'est très populaire, 27,1K. Et ici, vous avez Langgraph, 9,4K. C'est normal, 6,7K, c'est parce que c'est un framework qui vient de sortir. Voilà, c'est un qui vient de sortir. Par contre, Glue AI est vraiment là, il y a vraiment longtemps. On dit ceci, les tarifications. Donc, édition open source, entreprise. Donc, voilà. Là aussi, la même chose, hein, pour faire la comparaison. Architecture d'agents basée sur les tâches. Par contre, ici, architecture d'agents basée sur les rôles. Ici, c'est basé sur les tâches. Ici, ce sont les rôles. Par contre, ici, avec Langgraph, architecture multi-agent basée sur des graphes. Alors, le score de fiabilité, Apsonic vous donne 98,2%. Par contre, Glue AI, 87,5% et Langgraph, 6,3%. Courbe d'apprentissage facile, facile. Ici, un peu difficile. Structure graphique. Outils MCP, oui, il y a la possibilité d'intégrer les outils MCP. Par contre, avec Glue AI, vous n'avez pas la possibilité. Avec Langgraph, vous avez aussi la possibilité. Mais bien dommage, avec Glue AI, vous n'avez pas la possibilité d'utiliser les outils MCP. Alors, expérience de développement. Les tâches et les agents peuvent être implémentés avec seulement 2 lignes de code pour des processus de développement et d'itération rapide. Ça, c'est avec Apsonic. Par contre, avec Glue AI, plusieurs structures de fichiers, configuration YAML, ce que je vous disais depuis le début, hein, et divers fichiers de configuration sont nécessaires à la mise en œuvre. Vous voyez, trop de fichiers YAML de configuration, ça vous perdez le temps là-dessus en fait. Vous voyez. Par contre, avec Apsonic, vous n'avez pas effectivement les fichiers Apsonic, tout ce qui est configuration, tout est déjà géré. Et donc ici, avec Langgraph, vous avez implémentation de conception basée sur des graphiques est nécessaire et qui présente des défis en termes de clarté. Utilisation en tant que client, ça marche en tant que client avec Apsonic, c'est bon, mais avec Glue AI, c'est pas possible. Langgraph aussi, c'est pas possible. Traitement multi-agent, possible, possible et possible. Contrôle des processus, intervention humaine,
possible. Dépendance, peu de dépendance, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment léger. Par contre, ici, installation lourde, nombreuses dépendances. Vous voyez, donc Groove AI, c'est un framework d'agent aussi IA, mais ici, c'est un framework très lourd par rapport à Appsonic. Appsonic est vraiment très léger, comme je vous disais dès le départ. LangGraph aussi, c'est très léger. Poids léger ici, donc vous avez des poids légers. Ici, c'est XX, ici, c'est activé, c'est vraiment assez activé ici. Alors, les capacités de mémoire, ici, c'est faible. Là, c'est une capacité haute. Là aussi, capacité de la base de connaissances faible, haute. Appel direct au LLM, nous avons, c'est activé, ça existe. Par contre, avec Groove et LangGraph, ça n'existe pas. Pas possible. Réponse de l'objet, possible. Réflexion, possible. Par contre, ici, avec Groove AI, vos modèles, vos agents ne peuvent pas réfléchir. Là aussi, avec LangGraph aussi, vos agents ne peuvent pas réfléchir. Par contre, avec Appsonic, vos agents peuvent réfléchir. Donc, il y a une réflexion ici. Les couleurs, comme vous pouvez ici, le couler ou si vous voulez bien, justement, ça n'existe pas avec Appsonic. Et là, ça existe avec, c'est activé donc, avec Groove AI et LangGraph. Planification, possible. Voilà un peu la comparaison avec ces trois frameworks, comme vous pouvez le voir, Appsonic, Groove AI et LangGraph. Ce sont les trois frameworks d'agents IA très populaires aujourd'hui. Et du coup, il y a eu donc cette comparaison. Appsonic a eu à effectivement faire cette comparaison pour vous donner un peu plus d'idées. Et à partir de là, vous pouvez effectivement faire le choix de la technologie, par exemple, utilisée pour des projets, que ce soit en entreprise et bien d'autres. Voilà un peu les amis sur tout ce qui est menu que je voulais effectivement partager avec vous. Et à partir de là, maintenant, on peut se lancer dans la pratique. Voilà, donc à partir de là, on se lance dans la pratique parce que c'était essentiel pour nous de comprendre ce framework-là d'agent IA, les fonctionnalités, tout ce qui va avec. Une fois que nous avons la connaissance, et donc on peut se lancer dans la pratique pour coder effectivement. Parfait. Alors les amis, on va donc commencer avec la pratique. Je viens sur VS Code. J'ai créé un dossier intitulé formation agent IA. J'ai un sous-dossier data, j'ai deux fichiers PDF avec un fichier Excel comme vous pouvez le voir ici. J'ai un fichier enva, fichier de là où je vais mettre mes variables d'environnement. Et puis là, j'ai un autre fichier .py ici pour taper du code. Voilà le fichier principal. Parfait. Alors ce que je vais faire c'est quoi? Je vais aller sur le site officiel Appsonic. On a déjà installé, on a vu comment installer Appsonic. Donc on a vérifié si Appsonic a été installé, Python a été installé et tout ce qui va avec. Alors premièrement ce que je vais faire c'est quoi? Je vais aller chercher d'abord un agent. Donc moi je récupère ceci. Je vais prendre tout ceci. Pourquoi pas je vais prendre toute cette ligne là. Parfait. Ok. Je fais copie-colle. On va modifier par rapport à ce que nous avons ici comme données. N'ayez pas peur. Et l'agent, on a déjà vu comment créer un agent. Voilà. Et je vais utiliser une base de connaissances. Donc je vais utiliser un fichier PDF comme base de connaissances. Je prends ceci. Vous voyez, c'est très facile. Vous allez voir en 2, 4, 6, vous allez voir, on va déjà créer nos agents. Ou un agent déjà. Voilà. Donc là, je viens de créer donc ma base de connaissances. Ma base de connaissances ici, je vais prendre un fichier ici. Par exemple, reçu. Voilà, je prends ceci. Je vais prendre ceci, ce fichier PDF. Je vais demander au LLM, c'est-à-dire à mon agent, de m'afficher ces informations-là sous forme de format JSON. Donc, je vais faire ceci. Donc, le fichier ici, puisque c'est juste un seul fichier, donc je vais enlever. Pour l'instant, je vais travailler avec un seul fichier PDF. Donc, j'aurai juste double quote comme ceci, ou bien CTRL Z. Donc, je vais enlever l'autre source de données ici. C'est juste un exemple. Il faut donc remplacer par le chemin. Le chemin ici, donc je lui dis va dans data, dans le dossier data, tu vas trouver un fichier reçu. .pdf. Voilà, c'est ce fichier là. Alors je vais lui dire c'est quoi, quel est le rôle de mon agent. Là il faut lui donner un rôle. Alors le rôle de cet agent, je vais lui dire quoi. Je vais dire OCR agent. Il va donc OCR agent justement. Ou bien manager. Bon, on va dire OCR agent. Voilà, on va dire OCR agent. Et puis ici la tâche que je vais lui demander je vais lui dire justement extrait les champs suivants. Extrait les champs suivants en format JSON.
Voilà, je lui dis ça. En format JSON, 2 points. Je vais lancer mon fichier là, PDF. Je vais récupérer, qu'est-ce que je veux récupérer ici? Donc la date. Donc je vais prendre, premier élément, je vais dire date. Voilà, je vais prendre la date. Je vais prendre, pourquoi pas date d'inscription. C'est ça qui m'intéresse. Je viens ici, je vais coller là. Je vais utiliser la notation Snakeys. Donc date transaction en minuscule comme ceci, date transaction. Je vais prendre numéro carte, même si c'est pas affiché, c'est pour la sécurité, hein. Voilà pourquoi. Je prends ceci. Ok. Donc numéro carte. Je vais enlever les accents. La langue de Molière, j'en ai pas besoin. Parfait. Virgule. Je prends référence transaction. Je copie tout ceci. Ces informations, j'en ai besoin. Je vais extraire sous forme de JSON, hein. Donc là, je vais utiliser la notation Snakeys. Donc, notation serpent. Donc, je vais éviter la langue de Molière. Je vais éviter la langue de Molière. Voilà. Référence transaction. Virgule. Quoi d'autre encore? Identifiant commande. Voilà. Prends ceci. Tic, 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 tic. Format Snakeys. Minuscule. Voilà. Autre champ, c'est identifiant commande. Je copie tout ceci. Je vais copier tout ceci. Identifiant du commerçant. Voilà, je vais prendre tout ceci justement. Alors, pourquoi pas ici? Identifiant du commerçant. Voilà. Je vais aller à la ligne, hein, comme ceci. Que ce soit beaucoup plus clair, lisible, hein. Et je vais enlever tout ceci. Voilà. Voilà, il génère une erreur bien sûr. Pourquoi? Parce que je suis allé à la ligne. Il faut enlever tout ceci. J'ai double cote. Voilà. Et ça peut aller à la ligne. Il faut enlever tout ceci. C'est pas grave. Non, on va faire ceci. On va coller. C'est pas grave. Et donc là, je vais mettre underscore. Je vais mettre le i. Identifiant commerçant. Voilà. Commerçant. Il faut donc enlever le G là. Commerçant. Je vais prendre pas de paiement. Pas de paiement. Virgule. Pas de paiement. J'évite des espaces, hein, s'il vous plaît. Donc j'ai usé la notation Snakeys, hein. Voilà. Là, paiement. C'est bon. Et enfin, voilà, il y a encore d'autres trucs ici. Il y a aussi montant de transaction. Je récupère ça. Ça, ce sont les champs que je vais extraire de ce PDF là. Donc, je vais prendre montant et ramener la notation Snakeys. Voilà. Et enfin, je vais récupérer un champ. Je vais extraire ce champ là. Numéro d'autorisation. Voilà. Je colle. J'évite la langue de Molière. Underscore. La langue de Molière, j'évite. Petit n. Notation Snakeys. Parfait. Voilà. Je fais ceci. Voilà. C'est ce que je dis à mon agent. Donc l'agent doit faire quoi? Extraire les champs suivants en format JSON. Alors, avant d'avancer, ce qu'il faut faire ici, c'est quoi? Je vais donc aller, c'est pas fini, hein. Donc on doit bien configurer les choses. On a donné le contexte, donc je vais aller dans agent parce que je vais changer le modèle, hein.
Je vais changer le modèle. Donc là, il faut savoir ce qu'il faut faire. Donc je vais prendre cette ligne dans agent. Pourquoi pas aussi je vais prendre product manager. Pourquoi pas. Bon, ça va. Je vais juste prendre ceci, le modèle. Hein. Rappelez-vous hein, les attributs du modèle, qu'on appelle ça, de l'agent. On a vu tout à l'heure avec vous. Tout ceci, ce sont les paramètres que vous pouvez effectivement spécifier, ajouter dans agent, comme vous pouvez le voir ici. Voilà, dans agent. C'est très important dans cette classe-là. Vous pouvez l'ajouter si vous voulez bien. Donc tout ceci, vous pouvez l'ajouter. Vous pouvez donner donc le job title, c'est-à-dire le titre du poste de l'agent, comme vous pouvez le voir. Hein. Vous pouvez lui donner ici, vous pouvez mettre l'URL en fait de l'entreprise, toutes ces informations là. Voilà. Ici, on a juste, vous pouvez mettre le contact, la mémoire, la réflexion, tout ce qui va avec. Et ici, ce qui nous intéresse, c'est le modèle. Voilà pourquoi j'ai pris modèle. Donc je viens justement là, dans agent. J'ai besoin du modèle. Hein. Donc je dois spécifier le modèle. Alors le modèle, ce que je vais prendre ici, je vais prendre le modèle, je ne vais pas prendre OpenAI. Pourquoi? Parce que je n'ai pas la clé. Je vais juste prendre, on va aller sur la partie soutien au modèle. Hein. Bah écoutez, moi je vais utiliser la version anglaise. Le français, non, je vais ramener ça en anglais. Voilà. Parfait, je vais ramener ça en anglais. Beaucoup plus clair comme ça. Mais libre à vous, hein, si vous vous sentez à l'aise en français, laissez ça en français. Moi, l'anglais c'est mieux comme ça pour moi. Alors, on va chercher le modèle de Gemini. Je vais prendre par exemple Gemini 2.0 Flash. C'est ce modèle-là que je vais utiliser. Je vais juste place par OpenAI, tout ce modèle-là. Donc, je vais prendre ceci. Si vous ne spécifiez pas le modèle par défaut, c'est ce que vous voyez là. Voilà. Donc, moi, je vais utiliser le modèle Gemini 2.2 Flash. Alors, il faut une clé, effectivement. Il faut une clé. Il faut une clé pour attaquer effectivement ce modèle. Puisque ce modèle n'est pas en local sur notre machine, ça se trouve dans un autre serveur hein, distant. Donc il faut donc une clé. Donc une clé API pour attaquer ce modèle-là. Et c'est là où je vais vous ramener justement dans Google AI Studio. Vous créez votre clé. Moi j'ai créé ma clé. Comme vous pouvez le voir ici, vous copiez justement dans Google AI Studio. Vous cliquez justement sur Get API Key. Vous créez votre clé. Vous copiez la clé. Vous venez dans VS Code, la partie .env. Vous tapez Google GI API Key, vous collez votre clé ici. Je vous montre la clé, normalement c'est interdit, c'est pas bon, mais je vous montre quand même comment est-ce que ça fonctionne. Mais sachez qu'à la fin, je vais supprimer cette clé. Voilà, mais vous créez votre propre clé à vous. Voilà. Et ici, Ollama Host, ça c'est pour utiliser les modèles en local. Hein. Comme vous pouvez le voir, on va utiliser un modèle Ollama en local. Vous pouvez utiliser là. Pour un premier temps, on va donc utiliser un modèle distant qui ne se trouve pas sur notre machine en local. Voilà, donc on va utiliser Gemini. Donc je reviens justement là, c'est fait. Alors il faut donc importer quelques éléments. Donc ce qu'il faut faire ici, je vais importer le OS, import OS pour tout ce qui est système d'exploitation. Hein. Je vais également importer quoi? From Dove pour que je puisse faire appel aux variables d'environnement qui se trouvent dans env ici. Je dois importer quoi? Dans from .env import load env. Voilà. Et à la ligne, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais donc load env comme ceci. Et je vais spécifier quelque chose pour ce que j'utilise Gemini, donc OS environment. Voilà. J'aurai effectivement ce modèle là, c'est-à-dire cette clé API. Hein. Donc je vais copier tout ceci. C'est Google Cloud API Key. Je ramène ça justement là, je colle. Ben, qui sera égal à quoi? À os.getEnv. GetEnv. Voilà. Je colle effectivement Google Cloud API Key. Voilà. Justement comme vous pouvez le voir. Donc là c'est pour dire que non, je suis en train d'utiliser le modèle de Google. Donc voilà, Gemini. Tout ceci, ça se trouve dans le site officiel de Appsonic, hein, la partie juste en bas, si vous scrollez, hein, vous cherchez Gemini, vous allez voir tout ceci. Donc on va chercher Gemini, vous voyez, Google Cloud API Key, et c'est ça en fait, c'est bien défini là. Voilà, parfait. Donc, je reviens justement là. Et là, qu'est-ce que je fais? J'utilise donc dans Agent, hein, comme ceci, j'ai ma tâche, comme vous pouvez le voir, et je fais donc print de ceci. Voilà. Tout ceci, vous pouvez donc
le mettre dans un print, hein, si vous voulez bien. Vous pouvez le mettre dans un print, libre à vous. Voilà. Parfait. Et vous voyez, on n'est rien du tout. On vient de créer notre premier agent qu'on a renommé ici OCR agent. Voilà. OCR agent. Donc, capable de se résoudre, en fait, de trouver des informations. Donc, ça peut être libre à vous de donner un nom beaucoup plus approprié par rapport à ce qu'on veut faire ici. Voilà. Et son rôle, en fait, la tâche ici qu'on donne à cet agent-là, c'est quoi? C'est d'extraire en fait les champs suivants en fait de ce PDF-là. Or, le PDF ici, c'est notre base de connaissances. Donc, on utilise notre propre fichier comme base de connaissances pour que cet agent puisse effectivement trouver ces informations et nous afficher en format JSON. On pouvait effectivement configurer la réponse en format JSON comme on l'a vu, hein, au début, hein, lors des explications, la compréhension framework, hein, on pouvait le faire. Pour l'instant, je ne veux pas du code dans ce sens-là pour contrôler en fait les messages, la réponse de sortie. Voilà, vous pouvez le faire, il y a le code qui est là, les exemples sont là sur le site officiel. Parfait. Comme vous pouvez le voir, hein, donc on utilise Gemini, hein, c'est un modèle distant qu'on attaque, qui ne se trouve pas sur notre machine, hein, et on a spécifié le nom effectivement de notre agent, hein, comme vous pouvez le voir. Alors, ce qu'il faut faire ici, c'est quoi? Puisque nous avons une base de connaissances, nous avons notre base de connaissances, il faudrait effectivement assigner cette base de connaissances à notre tâche. Parce que c'est très important. Parce que là, on dit tâche fait ceci. Mais il va faire ceci sur quoi? Ouais, donc il faut donc spécifier le contexte. Il faut lui donner donc le contexte qui est justement notre base de connaissances. Alors, pour le faire, hein, on va revenir sur le site officiel. Comme je vous ai dit, hein, ne vous paniquez pas. Vous n'êtes pas obligé de mémoriser tout ça par cœur. Venez juste sur le site officiel, vous regardez, vous lisez et vous faites du copier-coller. Parce que tout est là bien défini. Vraiment, c'est bien écrit. La documentation, elle est parfaite. Ça ne sert à rien de mémoriser tout ça par cœur. Revenez à chaque fois quand vous avez un projet, vous voulez implémenter, revenez, vous jetez un coup d'œil, lisez et vous implémentez justement en faisant du copier-coller. C'est très important. Mais avant de faire du copier-coller, sachez que vous sachez bien ce que vous voulez bien faire. C'est très important. Alors, comme vous pouvez le voir, pour assigner effectivement la base de connaissances à notre tâche. Alors, comment l'implémenter? Comme vous pouvez le voir ici, contexte est suivi effectivement de notre base de connaissances. Alors, on va chercher, regardez une chose ici, on va chercher le menu task. Donc, je vais chercher le menu task. Oui, je suis bel et bien dans le menu task. Dans le menu task ici, comment faire pour ajouter effectivement la base de connaissances? Vous allez voir les arguments que vous pouvez ou les paramètres que vous pouvez effectivement implémenter avec la méthode ou votre classe task. Vous avez le contexte, comme vous pouvez le voir ici comme paramètre. Donc, raison pour laquelle, justement, quelque part, vous avez vu l'exemple ici pour effectivement assigner effectivement la base de connaissances à notre tâche. Donc, si vous voulez bien, je vais faire ceci. Je copie cette ligne-là. Justement, je copie. Ouais, je copie. Je sais ce que je fais. Et donc, je viens là. Juste à la fin. Vous pouvez le voir après l'instruction. Et puis, aller à la ligne. Si je n'ai pas une erreur, je colle. Voilà. Et à partir de là, vous voyez, j'ai ceci. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la bonne base de connaissances. Il faut donc prendre résumé liste. Voilà. Bon, on peut appeler ça, au lieu de dire résumé liste, il faudrait que ça soit une base de connaissances. Ça doit parlant quand même. On va dire euh, PDF. On va dire PDF euh, data. Voilà. Data. Donc, on va dire PDF data. Et du coup, on va remplacer justement par PDF data comme contexte de notre tâche ici. Donc, ici, la tâche, on donne la tâche qui est effectivement une chaîne de caractères et ensuite spécifier le contexte pour que comme ça la tâche puisse effectivement se focaliser uniquement sur ce contexte là. Donc en utilisant ce contexte va effectivement attaquer ce PDF résumé.pdf, les informations. Vous voyez? Et à partir de là maintenant je peux afficher la tâche de cet agent là. Parfait. Donc si tout est bon, tout est correct, vous allez voir, tout va bien se passer. Voilà, au cas contraire, on aura une erreur. Mais si tout est bon, bah, du coup, on aura directement une réponse. Parfait. Alors, on va tester. Pour tester cela, je peux lancer justement mon CMDR. Libre à vous d'utiliser n'importe quel terminal ou invite de commande si vous voulez bien. Alors, puisque je suis dans mon dossier et que APP se trouve à la racine de mon dossier formation agent IA, donc ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais justement taper Python. Python quoi? Suivi du nom de mon fichier. Voilà. Je valide par la touche entrée. Là, il génère un fichier log ici. Vous le voyez justement là. Il génère un fichier log. Et donc là, il établit la connexion avec le serveur distant. Donc Appsonic Server Connection.
Donc là, il établit la connexion. C'est un agent, c'est un format d'agent IA. Il réfléchit, c'est normal. Et là, il est en train de travailler. Ouais, il est en train de travailler. Et on attend, justement. Et là, boum, nous avons la réponse. Voilà. Ouais, j'ai ma réponse ici. Très intéressant. Ouais, donc il affiche ça deux fois. On verra pourquoi il affiche ça deux fois, mais c'est pas grave. Mais ce qui nous intéresse, ce sont les réponses. Date des transactions. On va vérifier 13 9 mois 2024. Vérifions. Date de transaction. Voilà, 13 2 mois. Vous voyez, il affiche ça en sous forme de barre. Très intelligent. 13 septembre. Donc septembre sur le 9 mois 2024, c'est juste. Je vais également là. Donc je vais afficher mon fichier. Je vais mettre ça côte à côte comme ceci, si vous voulez bien. Je vais réduire ça. Je vais réduire tout ceci. Voilà, comme ça, ce sera beaucoup plus clair. Donc, on a cette information d'acte de transaction. La réponse, elle est justement là. Super. Numéro 4. Numéro 4, c'est ce que vous voyez ici. Voilà. Justement, quelque part là. Ben voilà. Il n'a pas compris ceci. Les dièse là. Parfait. Et la suite, c'est quoi? Référence de transaction. Référence transaction. Voilà, c'est où? 84, 34, 36. C'est ce que vous voyez ici. C'est juste. Identifié en commande, c'est ce que vous voyez ici, RFQ, tout ça c'est juste aussi. Identifiant commerçant, identifiant du commerçant, c'est le numéro là que vous voyez, c'est juste, voilà, c'est vraiment juste. Hein. Et cas paiement aussi c'est paiement unique, c'est juste. Montant transaction 4,24, c'est juste. Numéro numéro autorisation, aussi c'est juste. Ouais, c'est intéressant, vraiment intéressant. Donc on voit ces informations en format JSON avec notre agent qu'on vient de créer. Vous voyez, donc on a fourni effectivement à notre agent, c'est-à-dire comme tâche, comme vous pouvez le voir, le contexte. Donc la tâche ici a donc un contexte et puis nous avons la description. Il faut donc fournir une description de la tâche et on assigné cela à notre agent. Et à partir de là, maintenant, l'agent va travailler. Oui, on a utilisé un modèle distant, Gemini 2.0-Flash, pour notre problème. Oui, ça peut être très intéressant. Très intéressant. Donc, ça, c'est avec cette base de connaissances PDF. Voilà, mais sachez que vous avez aussi la possibilité d'utiliser des modèles en local. Voilà. Donc, on a vu avec cette base de connaissances reçu.pdf, on va effectivement utiliser le deuxième PDF, hein. Formation partie 1. Ce que je vais faire ici, c'est quoi? Je vais justement enlever reçu ici, changer la base de connaissances. Donc, c'est en majuscule, formation. Donc, underscore, partie, underscore, en, .pdf. Et on va voir un peu qu'est-ce que nous avons. Nous avons ici formation partie 1, algorithme et structure de données en langage Python. Exemple 4 juillet 1789 et 15 août 1960. Ok, bon, ça, la Révolution française, ça, la première date ici, hein, Révolution française. Ici, deuxième date, date de l'indépendance, hein, de la République du Congo, bien sûr. Donc, voilà ce que ça signifie. Je crois qu'on a eu à faire une formation sur cette chaîne, hein, bien sûr. Vous pouvez le voir, hein, c'est une formation très suivie hein, sur cette chaîne. Si vous avez des problèmes en programmation, en algorithme, allez-y sur cette chaîne-là, cette formation. Et ça existe déjà sur la chaîne avec plus de bientôt 10 000 vues. Hein. Ça peut être très intéressant. Donc, c'est ce que nous avons ici comme un résumé, effectivement, c'est ce que on a vu sur cette formation. Voilà, formation partie en algorithme et structure de données en langage Python. C'est ce que nous avons ici dans ce fichier PDF. Hein. Donc, on peut le voir les informations. Alors, le but ici, je vais demander à mon agent de me dire, en fait, de me faire un petit résumé de ce qui est dans ce fichier PDF là. Donc, le but, c'est ça, en fait. De nous faire un petit résumé hein, des éléments qui se trouvent dans ce fichier PDF. Donc, si je reviens ici, je vais lui dire, je vais le changer. Donc, je vais dire, pourquoi pas, reader. Je vais dire un lecteur, quoi. Donc, reader PDF. Voilà. Je donne effectivement le nom de mon agent, c'est qu'il doit faire. Hein. Donc, c'est un reader PDF, donc il doit lire des PDF. Hein. Et ici, ce que je vais dire, c'est quoi? Je vais enlever tout ceci. Tout ceci, j'enlève. Ok, je peux faire ceci, contrôle. Donc, je l'enlève justement. Et là, je vais dire, fais-moi un résumé de ce document. Fais-moi un résumé de ce document.
C'est un résumé de ce document. Ou fais-moi un résumé de ce document. Fais un résumé de ce document. En tout cas, c'est la même chose. C'est pas grave. Alors, ce que nous allons faire ici, c'est quoi? Est-ce que c'est bon? Ok. Donc, on peut donc tester pour voir un peu ce que ça donne, hein. Je vais justement agrandir mon CMDR, mon terminal, hein. Donc, je vais nettoyer tout ceci. Voilà. Donc, je valide par la touche Entrée. J'attends la réponse. Voilà. Connexion avec le serveur distant. Voilà. Et voilà le résumé tout simplement. Le résumé là. Ce document est une introduction aux algorithmes et structures de données en Python. Voilà. C'est ce qui est là en Python. Il aborde les notions de données numériques. Voilà. Donc, je vais faire ceci. Je vais réduire, hein, comme d'habitude. Je vais réduire. Donc, je vais réduire un tout petit peu. Tac, tac, tac. Je préfère que ce soit comme ça. Et puis si on peut lancer effectivement ce fichier PDF, je vais mettre ça côte à côte, hein, pour qu'on puisse lire ensemble et voir un peu les éléments qui sont ici. Donc comme vous pouvez le voir, hein, ce document est une introduction aux algorithmes et structures de données en Python. C'est vraiment juste, hein, comme vous pouvez voir, même le titre est même là. Et voilà, numérique, donc on parle effectivement de notions de données numériques et non numériques. C'est bien ça, si tu es là. C'est bien ça en fait. Donc notion, donc nombre et non numérique, caractère, tout ce qui va avec. Voilà, c'est un bon résumé, hein. Le document introduit les variables, leur type, char, integer, float, boolean, c'est bien ça, hein, tout est là. Et voilà, les structures conditionnelles, oui, j'ai parlé des structures conditionnelles. Et le document est une introduction aux algorithmes et structures de données en Python. Il aborde les notions de données numériques, tout ce qui va avec, le document, voilà. En tout cas, c'est bien ça en fait. C'est bien ça. Donc voilà un peu ce que nous avons ici, un petit résumé de ce document-là. Voilà, parfait. Donc, tout comme vous pouvez effectivement ajouter d'autres sources de données ici, hein, voilà, vous pouvez l'ajouter juste en séparant par une virgule, double quote, vous spécifiez la source et du coup, automatiquement, vous enrichissez effectivement votre LLM, votre modèle ou votre agent pour qu'il puisse effectivement chercher les informations dans vos sources de données comme contexte. Voilà. Alors les amis, comme vous pouvez le voir, hein, on a utilisé deux PDF, deux sources de données ici, donc deux PDF différents, hein. Formation partie 1, reçu. Bon, je vous laisse le soin avec le fichier Excel que vous pouvez le voir ici, c'est très simple. Il suffit juste de se rendre sur le site officiel, hein, donc menu Knowledge Base, comme ceci, vous lisez, et puis voilà, regardez comment ça se passe. Et vous avez la liste des fichiers ou encore des bases de connaissances prises en charge par Appsonic. Donc vous voyez, supporté par donc les bases de connaissances supportées par Appsonic. Vous avez donc les fichiers PDF, les PowerPoint, le Word, Excel, images, audio, HTML, CSV, JSON, XML, zip. Vous avez aussi les strings, bon, le chien des caractères bien sûr. Vous pouvez le voir. Vous avez vu la manière qu'on a implémenté avec des PDF. Activer du RAG. Voici un peu l'exemple comment activer le RAG. Juste en spécifiant effectivement cette ligne que vous pouvez voir ici. Là. On a vu c'est quoi c'était le RAG ensemble avec vous. Voilà, donc c'est très bien. Alors ce que nous allons faire ici c'est quoi? Moi j'aimerais activer la mémoire. Je vais ajouter une mémoire justement à mon agent. Donc je vais chercher la partie memory. On peut le voir. Je vais ajouter une mémoire. Donc memory, regardez. Je vais implémenter la mémoire. Vous pouvez traduire tout ceci en français pour avoir plus de connaissances, hein. Donc pour implémenter cela, pour ajouter de la mémoire à mon agent, ce que je vais faire c'est quoi? Donc ça c'est un agent marketeur si vous voulez bien, de marketing si vous voulez bien. Je vais faire ceci. Je vais donc créer cet agent là. Donc je vais copier cette ligne. Vous voyez, la première ligne c'est ça si vous voulez ajouter une mémoire, hein. Donc là, ce que vous devez faire c'est quoi? Agent ID, vous lui donnez un nom, Product Manager Agent. Et ensuite, la suite c'est quoi? Ici, vous lui dites par exemple Marketing Manager. Je ferai ceci, je vais copier pourquoi pas. Je vais faire ceci, tech. C'est dans agent. Donc je vais chercher agent. Je vais spécifier cette information. Du
coup, je vais enlever tout ceci. Qu'est-ce que l'agent doit faire? Donc, c'est un agent de marketing, si vous voulez bien. Donc, je vais mettre une virgule, bien sûr, hein, pour éviter cette erreur. Et là, on nous dit d'activer quoi? Ces deux éléments-là. Donc, voilà. Toujours dans agent. Vous voyez ce que je suis en train de faire dans agent? Je viens justement là. Donc, je vais faire ceci. Voilà, je vais enlever tout ceci. Voilà. Voilà. Hop. Vous pouvez mettre ça sur la même ligne, hein, c'est pas grave. Et donc il faut fermer justement ici, je vais enlever tout ça. Voilà. Donc l'ID IG c'est ça, donc on a initialisé justement là, comme vous pouvez le voir, agent ID, c'est justement ce que vous voyez ici, le nom d'un product manager agent. Et la suite c'est quoi? Il faut donc initialiser, comme vous pouvez le voir, ceci à true. Donc je prends ceci, je vais initialiser à true. Donc memory c'est un paramètre, hein, de l'agent, hein. On a vu ensemble avec vous, hein. Regardez, si vous doutez, vous avez des problèmes là-dessus, revenez justement là où le menu agent, comme ça vous allez voir les paramètres qu'on peut ajouter dans notre agent. Regardez, vous avez la mémoire, vous voyez c'est ça, memory, ce que nous avons justement ici. Et quand on vérifie effectivement la configuration de notre agent, vous avez memory qu'on a initialisé à true. Voilà. Et ça c'est l'ID de l'agent effectivement. Ça peut être très intéressant. L'ID de cet agent qu'on a également aussi initialisé là. Voilà. Vous n'êtes pas obligé. Juste en tapant memory equal true, ça veut dire que vous activez la mémoire. Voilà, vous donnez la mémoire à votre agent. Si vous voulez aussi la réflexion, vous pouvez implémenter. Vous cherchez la partie menu réflexion, justement comment trouver faire cela. Vous pouvez dérouler, hein. Vous pouvez dérouler, comme ça vous allez voir tous les éléments ici spécifiés dans l'agent. Voilà, vous avez le name de l'agent, voilà, comme ceci. Alors, le premier paramètre, comme vous pouvez le voir ici, c'est le titre de l'agent, comme vous pouvez le voir. Le titre du travail de l'agent, comme on peut le voir. The job title of agent. Donc on peut le voir, le titre ce que l'agent doit faire en fait, son travail en fait, vous voyez, de l'agent. Et si vous ramenez en français pour avoir plus d'informations, hein, justement, pour permettre que tout le monde puisse effectivement comprendre le titre du poste de l'agent. Voilà. Parfait. Comment l'implémenter? On l'a vu, hein. Voilà. Ça c'est le nom, ça c'est le contact. Et tout simplement également, vous pouvez spécifier la mémoire. Vous voyez ici, vous avez l'ID de l'agent. Donc vous initialisez, vous déclarez donc l'ID de l'agent. Justement un nom ici, on sépare par un tiré de 8 l'agent. Et ensuite, vous pouvez effectivement initialiser la mémoire à true, justement. Et la réflexion, vous voyez comme ce qu'on fait aussi pour la réflexion. Donc on peut ajouter la réflexion. Reflection true. Donc comme ceci, je fais ceci, hein. Je peux ajouter aussi la réflexion. Donc je vais ajouter la réflexion à mon agent. Donc, là où il y a la mémoire, je peux aussi ajouter la réflexion. Voilà. Reflection equal true. Cette fois-ci, je lui dis fais-moi un résumé de ceci. L'agent peut faire le résumé, hein, en ayant donc une mémoire et une réflexion. Pour un premier temps, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais nettoyer tout ceci. Je vais donc valider pour voir un peu ce que ça donne, hein. Voilà ce que ça donne en quelque sorte. Comme résumé, parce que je lui ai dit de faire un résumé. Maintenant, si on se concentrait justement sur un projet beaucoup plus, si on avait des données, par exemple, de marketing ici, ça allait être beaucoup plus intéressant aussi. Voilà, ça va être beaucoup plus intéressant. Parfait. Donc voilà un peu ce qu'il faut faire avec en ajoutant la mémoire et la réflexion. Maintenant, si je retape la même question, si vous voulez bien, je vais poser à mon agent.
l'agent va effectivement reproduire la même réponse puisqu'il y a une mémoire qui est là, il y a une réflexion. Donc puisque c'est la même question qui a été posée, donc avec son ID de cet agent-là, du coup, j'aurai effectivement la même réponse normalement qui doit être répliquée. Voilà. Et là, c'est beaucoup plus net. Donc ce document est une introduction d'algorithmes et structures de données en Python. Il couvre les bases, vous voyez, tout ceci. Il donne toutes ces informations-là. Voilà, c'est très intéressant. Je vais encore retaper la même question. Poser la même question. Voilà. Maintenant, si, parce que la réponse c'est affiché deux fois, donc je vais enlever pour un premier temps le print là, pour éviter que tout ceci puisse être affiché deux fois. On va vérifier si c'est le print, donc on va taper encore pour vérifier, parce que là, il nous renvoie la réponse deux fois. Voilà, donc je vais juste enlever le print pour ne pas avoir la réponse deux fois. Voilà, donc c'est beaucoup plus simple comme ce que nous voyons ici, hein, c'est beaucoup plus simple comme ça. Donc vous enlevez le print et du coup vous aurez justement la réponse sera affichée une seule fois. Voilà, bien sûr vous mettez le print, ça sera affiché deux fois. Parfait. Alors qu'est-ce qu'on peut également faire ici les amis? On va voir que on va effectivement créer une tâche un peu plus complexe. Donc on va créer des tâches dupliquées. Donc on aura plusieurs tâches qu'on va effectivement fournir à notre agent. C'est ce que nous allons faire ici. Alors ici ce qu'on va faire, on va faire un exemple, hein. Je vais commenter tout ceci. Hop, parfait. Donc je vais créer deux tâches. Donc, je vais aller sur le site officiel. Donc je vais copier tout ce code sur cela. Regardez, on va implémenter cela et voir ce que ça donne. Donc je vais enlever ceci, ça a été déjà importé. Donc j'ai un agent entrepreneur et j'ai une tâche ici, do un def. Donc comme ceci, vous pouvez le voir, hein. La première tâche, juste ceci. J'ai une deuxième tâche, prepare a graph to report on reopened position, comme ceci. Donc regardez ce qui se passe. Vous pouvez implémenter une tâche. Donc vous avez deux tâches ici. Vous avez deux tâches. Ici je peux dire tâche numéro 1. Et donc là je vais remplacer par tâche numéro 1 également. Voilà, pour que ce soit beaucoup plus clair. Tâche numéro 1 ici. Je lui donne ce qu'il faut faire. Tâche numéro 2 va effectivement récupérer comme tâche numéro 1 comme contexte. Vous voyez, ça peut être très sympa. Et donc là, je vais faire ceci. Tâche 1. Voilà. Voilà. Vous voyez? Si vous pouvez imbriquer, c'est-à-dire vous pouvez prendre une tâche comme contexte en fait de votre agent, si vous voulez bien, de votre tâche principale. Ça a l'air un peu bidon ce que je dis. C'est-à-dire que vous avez une première tâche, vous créez une deuxième tâche et le contexte de votre deuxième tâche peut être une tâche que vous avez définie justement, vous voyez, en amont. Et ce que je veux dire par là. Et par la suite, on va effectivement afficher les deux tâches, si vous voulez bien. Donc tâche numéro 1 et tâche numéro 2. Alors, voyons voir, hein. Alors ici, l'agent, il faut spécifier le modèle. Parce que là, si vous ne spécifiez pas le modèle, là, j'aurai une erreur. Pourquoi? Parce qu'il ne sera pas. Par défaut, c'est le modèle GPT-4o. Puisque je n'ai pas configuré dans le fichier env ici le modèle GPT-4o, donc je risque d'avoir une erreur. Donc ce que je vais faire ici, c'est quoi? Je vais justement spécifier le modèle. Donc je vais prendre la partie modèle que je vais effectivement spécifier dans l'agent. Je prends tout ceci, je cherche l'agent et je vais coller justement là. Et donc là, il faut fermer l'autre côte. Parfait. Je viens là, je vais donc nettoyer et j'affiche.
Donc, tâche numéro 1 devient donc le contexte de, de notre tâche numéro 2. Et voilà la réponse que ça donne pour un entrepreneur tout simplement. On crée un agent entrepreneur qui fait ces tâches-là. Donc, on crée deux tâches. Donc, la première tâche qui sera donc le contexte de la tâche numéro 2. Voilà. Et on affiche effectivement le résultat de notre agent entrepreneur. Voilà. Ça, c'est le résultat effectivement du premier, de notre, en fait, de notre agent entrepreneur avec la première tâche. Et du coup, là, on attend maintenant les résultats de notre agent entrepreneur avec la deuxième tâche, voilà, si vous voulez bien. Et c'est ce que nous avons ici comme réponse. Très sympa. Donc, vous pouvez créer des agents entrepreneurs, agents agents de marketing. Euh, Libre à vous en fait. Ouais, donc Appsonic vous donne la possibilité de créer des agents et vous fournissez effectivement des tâches à ces agents-là pour que comme ça, ils puissent effectivement faire le boulot à votre place. Donc travailler. Ouais, très sympa. Et c'est un peu d'exploiter tout ceci dans le site officiel. Là, vous allez retrouver tout ceci dans le site officiel. Vous pouvez aussi fournir les URL, hein, on peut le voir ici. On peut mettre les URL, ça peut être très sympa comme tâche, comme contexte, comme ceci. Ouais, les sources, vous avez les liens, on peut le voir ici. Donc libre à vous. Voilà. Ça peut être très sympa. Vous avez aussi des images, tout ce qui va avec comme tâche. Vous pouvez introduire les images. Donc libre à vous. Et pour les images, je vous laisse le soin de le faire. Hein. C'est très facile. Donc vous créez un agent OCR agent. Et du coup, vous lui dites donc d'extraire les noms tout simplement de ces papiers-là. Voilà. Dans ce papier. Donc du coup, vous fournissez effectivement un papier ici, enfin, avec l'extension PNG, hein, donc d'image. Hein. Et à partir de là, l'agent va effectivement extraire, hein, cet agent OCR va extraire en fait les noms qui se trouvent dans ces papiers-là. Voilà, justement. Vous avez des exemples que vous pouvez implémenter et voir ce que ça donne. Voilà, beaucoup d'exemples qui sont ici. Hein. Vous pouvez l'implémenter. Parfait. Alors, j'aimerais effectivement qu'on puisse voir comment utiliser cette fois-ci un modèle en local. Parce qu'il se peut que vous ne voulez pas utiliser un modèle distant et que vous voulez utiliser vos propres modèles, considérant que vous voulez travailler avec vos propres données qui sont sensibles. Voilà. Et donc là, c'est pas grave, vous pouvez effectivement connecter Appsonic avec un modèle local. Voilà, c'est possible. Et c'est ce que nous allons faire ici, justement. Donc, moi, ce que je vais faire ici, c'est quoi? Je vais donc copier tout ceci, cette ligne-là. Je copie. Et je vais coller. Voilà. Je vais commenter la première ligne. Voilà. Et je vais aller dans le fichier .env. Je vais récupérer Olama host. Comme ceci. Je reviens là. Je vais remplacer là le Google GLA API Key. Je vais remplacer par Olama host. Voilà. Et donc, je dois importer, bon, pas besoin d'importer Olama parce que Olama, c'est déjà installé, le modèle. Alors, pour vérifier si j'ai mes modèles en local installés, je vais donc taper tout ceci, Olama, liste, pour lister l'ensemble des modèles installés sur ma machine en local. Alors, j'ai Lama 3.2. Alors, est-ce que ce modèle est supporté par Appsonic? On va vérifier ensemble. Hein. On va vérifier. On va aller dans LLM Support. On va chercher Olama, bien sûr. Donc, on a Olama bar, Olama 3.2. Ce modèle est supporté. Donc, je vais justement revenir dans VS Code. Et du coup, je vais remplacer par exemple ici modèle par. Je vais copier tout ceci. Je vais copier ce modèle là. Donc, Olama bar, Lama 3.2. Voilà. Je viens copier justement ici. Je colle. Parfait. Donc, tout ceci est fait. Et je peux donc compiler. Vous voyez comment est-ce que vous pouvez utiliser Olama en local avec Appsonic. Par exemple, si vous voulez utiliser avec vos propres données, vous pouvez décommenter tout ceci avec une source que vous voulez bien. Voilà. Il suffit juste de remplacer là où il y a le modèle par ceci. Olama 3. Olama bar Lama 3.2. Il faudrait que ce soit un modèle
supportés par Appsonic. Comme les modèles qui sont supportés par Appsonic, ici vous avez Llama 3.2, vous avez Llama 3.1, 70 milliards de paramètres B, vous avez Llama 3.1, vous avez Llama 3.3 et vous avez Queen 2.5. Voilà, ce sont des modèles en local supportés par Appsonic. Donc voilà, si vous voulez par exemple que vos données, vous travaillez avec vos données privées, vous voulez pas que voilà, vos données soient peut-être collectées quelque part par ces LLM distants. Donc vous avez la possibilité également ici d'utiliser des modèles, des LLM en local, connecter cela avec Appsonic. Voilà, il suffit juste de modifier là où il y a modèle par le modèle qui est effectivement pris en compte ou supporté par Appsonic. Et c'est ce que j'ai fait. Voilà, on peut le voir ici, ça peut être très sympa, très intéressant. Utiliser vos propres modèles en local. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous les amis. Et je crois que le reste, je vous laisse le soin d'implémenter cela vous-même, hein, et de voir de toutes les façons. Il y a le code source qui est là. Tout ce que vous cherchez, tout ce que vous voulez, vous allez retrouver ça ici avec des exemples concrets et vous allez justement prendre et adapter par rapport à votre situation. Et ce n'est que comme ça que vous allez avancer. Donc je vous laisse le soin d'implémenter d'autres fonctionnalités. Voilà un peu ce que je voulais vous partager sur cette formation, sur ce framework d'agent IA, Appsonic AI. Alors les amis, je vous invite de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de partager au maximum cette formation autour de vous, dans les groupes WhatsApp et bien d'autres. S'il vous plaît les amis, c'est pour le renforcement et c'est pour effectivement agrandir la communauté Rosting AI. Sur ce, merci, au revoir.